Lors d'un dîner, mon fils m'a ordonné de payer son hypothèque. Au lieu de céder, j'ai vendu la maison. Plongé dans cette histoire captivante de conflits familial et de décisions radicales, abonnez-vous pour plus de récits saisissants. À table, mon fils m'a crié « Paye l'hypothèque ». Mais j'ai vendu la maison. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 65 ans, je devrais cacher de la nourriture dans ma propre maison. Pourtant, depuis 3 mois, je dissimule un paquet de biscuits derrière une pile de linge dans l'armoire de ma chambre. Ma belle-fille, Sophie, a l'habitude de tout dévorer, sans demander, puis de se plaindre que j'achète les mauvais biscuits. « Colette, pourquoi prends-tu toujours ces cochonneries bon marché? C'est plein de calories et mauvais pour la santé. » L'ironie, c'est que ces biscuits sans gluten coûtent 4 fois plus cher que des biscuits ordinaires. Ce matin, en entrant dans la salle de bain, j'ai découvert que ma crème pour le corps, achetée en promotion à moitié prix, était presque vide. Sophie, bien sûr, n'a même pas pensé à me prévenir. Ce n'est pas la première fois. Mon dentifrice, mon shampoing, ma crème pour les mains, tout disparaît lentement. Et quand je pose la question, Sophie hausse les épaules. « Oh, désolée, je pensais que c'était à tout le monde. Rien ne m'appartient plus dans ma maison, tout est devenu commun, c'est-à-dire à eux. Je ne suis qu'une locataire, à la différence près que c'est moi qui paye les factures. Il y a 5 ans, quand Étienne m'a appelé pour me dire que lui et Sophie s'étaient disputés avec leur propriétaire à cause d'un malentendu et qu'ils avaient besoin d'un endroit où loger pour quelques mois, je n'ai pas hésité à leur proposer de s'installer chez moi. Mon mari, Jacques, était décédé l'année précédente. La maison me semblait trop grande, trop vide pour une seule personne, et je pensais que la compagnie de mon fils et de ma belle-fille m'aiderait à surmonter la solitude. Mon Dieu, comme j'avais tort. 3 chambres à l'étage. La mienne, une chambre d'amis, et une que j'avais transformée en atelier de couture après la fermeture de l'atelier où j'avais travaillé pendant 22 ans. Quand Étienne et Sophie sont arrivés, ils ont pris la chambre d'amis 2 semaines plus tard. Sophie a annoncé qu'il n'était pas à l'aise là-dedans. Le lit était trop petit et il voulait s'installer dans ma chambre, plus spacieuse. J'ai soupiré et déménagé dans la chambre d'amis. Puis, 1 mois après, Sophie a frappé à ma porte pour me dire que mes machines à coudre faisaient un bruit infernal, les empêchant de bien dormir après leur garde de nuit. Étienne travaillait comme réceptionniste de nuit dans un hôtel, et Sophie comme répartitrice pour un service de taxi. Pourquoi ne déplacerais-tu pas ton atelier dans le garage? Peu t'importe où tu coudes. Non, ça m'importait. L'atelier avait un éclairage parfait que Jacques avait installé spécialement pour moi. Il y avait une grande table de coupe et des étagères pratiques pour les tissus et accessoires le long des murs. Mais j'ai cédé. Après tout, ils travaillaient de nuit. Ils avaient vraiment besoin de repos pendant la journée. C'est ainsi que j'ai perdu mon atelier. La moitié du garage a dû être vidée des outils de jardinage et des vieux meubles pour accueillir les machines à coudre et la table. Il faisait froid en hiver, étouffant en été, mais je me suis débrouillée. Je me débrouillais toujours. Au début, je pensais qu'ils aideraient, au moins, avec les factures ou les courses. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, Étienne disait « Maman, tu sais qu'on est un peu juste en ce moment. Laisse-nous juste nous remettre sur pied. » Et je reculais. Après tout, c'est mon fils unique. 6 mois passèrent, puis 1 an, puis 3. Il vivait toujours chez moi, et chaque mois, je réalisais de plus en plus clairement qu'il n'irait nulle part. Pire encore, ils commençaient à se comporter comme si c'était leur maison, et moi, une invitée indésirable. Étienne a quitté son emploi à l'hôtel. Le patron était trop exigeant, et il a pris un travail de chauffeur routier longue distance. Maintenant, il partait pour des semaines entières, et Sophie, elle, estimait qu'il était de son devoir de me dire comment vivre dans ma propre maison. « Colette, pourquoi gardais-tu encore ces vieilles photos sur la cheminée? C'est tellement déprimant. » C'étaient des photos avec Jacques, notre mariage, notre voyage au lac du Bourget
quand Étienne avait 10 ans, le jour où nous avions adopté notre chien, Bruno, au refuge. Colette, pourrais-tu éviter de faire tourner la machine à laver après 21 heures? J'essaye de méditer, et ça bourdonne. Toute ma vie, j'ai fait la lessive le soir, j'aime étendre le linge avant de me coucher, pour qu'il soit sec le matin. Colette, tu cuisines encore ce chou puant. Ça empeste toute la maison. C'était une soupe, une recette transmise dans notre famille de mère en fille sur 4 générations. J'ai toujours cédé. J'ai rangé les photos sur une étagère à l'arrière. J'ai fait la lessive le matin, cuisiné seulement quand Sophie partait travailler. Ma vie rétrécissait lentement. Comme un morceau de sucre dans l'eau, mes clientes, pour qui je cousais et réparais des vêtements, venaient moins souvent. Je ne pouvais plus travailler aussi efficacement dans le garage. Mes amis ont cessé de passer pour le thé. Sophie leur lançait des regards si acides que personne ne voulait revenir. J'avais presque arrêté d'inviter ma sœur, Brigitte. Chaque visite se terminait par un murmure. « Colette, pourquoi les laisses-tu te traiter comme ça ?» Je ne savais pas quoi répondre. Peut-être parce que Étienne était tout ce qu'il me restait de Jacques, peut-être parce que je me sentais coupable de ne pas lui avoir donné plus quand il était enfant, ou peut-être avais-je simplement peur d'être seule. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, c'était la goutte d'eau. Étienne est rentré d'un voyage de 2 semaines. Lui et Sophie ont commandé une pizza, sans me demander si je voulais me joindre à eux. Bien sûr. J'étais dans ma chambre, en train de faire un ourlet sur un pantalon pour Madame Dupont, quand j'ai entendu frapper à la porte. « Maman, tu ne descends pas pour le dîner. » La voix d'Étienne semblait inhabituellement amicale. « On a commandé ta préférée, avec des anchois et des olives. » J'étais surprise. Ils ne m'avaient jamais invitée à partager un repas avec eux, et encore moins commander une pizza selon mes goûts. Bien sûr, dis-je, rangeant mon travail. Donnez-moi 5 minutes. Quand je suis descendue dans la cuisine, la table était déjà dressée. La pizza fumait au centre, une bouteille de vin et 3 verres posés à côté. Sophie a même tenté de me sourire, bien que son sourire fût étrange. Assieds-toi, maman. Étienne a tiré une chaise pour moi. Ah, comment vas-tu? Cela faisait longtemps que nous n'avions pas été assis ensemble ainsi. Je me suis assise prudemment. Quelque chose clochait. Je vais bien, répondis-je. Beaucoup de commandes. Madame Dupont m'a demandé de faire 6 pantalons pour son mari. Il a perdu du poids. Et c'est super. Horcha Sophie. Tu aimes ton travail, n'est-ce pas? J'ai mâché lentement une part de pizza. Oui, il y avait bien des anchois. Une première ici. Oui, j'aime ça, dis-je, enfin. Et vous, comment allez-vous, Étienne? Comment était ton voyage? Zoupa, dit-il avec un grand sourire. J'ai même eu une prime pour avoir livré à temps. Sophie et moi, on pense. Il s'arrêta et regarda sa femme. Elle lui fit un léger signe de tête, chez on pense à l'avenir. Maman, continua Étienne. À notre avenir dans cette maison. Voilà, je me crispais, mais essayais de ne rien montrer. Tu vois. Étienne prit une gorgée de vin. Sophie et moi, on envisage d'avoir un bébé. Je faillis m'étouffer. Un bébé, demandai-je. Mais vous n'avez jamais dit. On en parle depuis longtemps, m'interrompit Sophie. Et on a décidé que c'était le moment. Étienne a 36 ans maintenant, et moi, 34. On ne peut pas repousser éternellement. Je comprends. Hor aige. C'est une excellente nouvelle. Ouais. Étienne sourit, encore plus largement. Mais tu vois, si on a un bébé, on aura besoin de plus d'espace. En ce moment, on n'a qu'une chambre et il nous faut une pièce séparée pour le bébé. Je savais déjà où il voulait en venir, mais je demandais quand même. Que proposez-vous? Eh bien, il toussa. On pensait que ça aurait du sens si tu remboursais l'hypothèque plus tôt. Ensuite, on pourrait rénover la maison. Sophie termina pour lui. Fusionner ta chambre avec la chambre d'amis. Faire une grande nurserie.
et tu pourrais avoir une pièce dans le garage. C'est là qu'est ton atelier. Tu serais à l'aise? Je l'ai fixé, n'en croyant pas mes oreilles. Il ne me demandait pas seulement de rembourser l'hypothèque plus vite. Il prévoyait de me chasser de ma propre maison, mais la maison est à mon nom, dis-je doucement. C'est ta maison. Maman? Étienne posa sa main sur la mienne. Personne ne dit que ce n'est pas ta maison. C'est juste que, eh bien, tu n'as pas besoin de tout cet espace. Et nous, avec le bébé, que vous n'avez pas encore, dis-je. Mais on l'aura, dit Sophie. Et ce serait bien que la maison soit prête d'ici là. Et quand prévoyez-vous ce bébé? Demanda-je, essayant de parler calmement. Ils se regardèrent. Eh bien, Étienne haussa les épaules. Dès qu'on aura réglé nos finances, tu vois, les enfants, c'est cher. Il faut d'abord préparer la maison, acheter tout ce qu'il faut, à mes frais, terminai-je pour lui. Maman, ne commence pas, grogna-t-il. On ne dit pas que tu dois tout payer. C'est juste que, eh bien, il te reste 5 ans de paiement hypothécaire. Si tu pouvais accélérer le processus, prendre, par exemple, des commandes supplémentaires ou vendre quelque chose dont tu n'as pas besoin. Que suggères-tu exactement que je vende? Étienne. Je sentais la colère bouillir en moi. Mes machines à coudre. Machine à coudre. Les photos de ton père. Ou peut-être ma bague de mariage. Mon Dieu. Maman. Il leva les yeux au ciel. Pourquoi faut-il toujours que tu sois si dramatique? On essaye juste de planifier l'avenir. Et toi? Mon avenir. L'interrompit Sophie. N'inclut pas de vivre dans une maison, avec des travaux inachevés et sans nurserie. Tu m'avais promis. Étienne, tu avais dit que tu réglerais ça. Étienne lui lança un regard irrité. Je le fais. Chérie, c'est juste que ma mère ne coopère pas. Coopérer? J'ai repoussé mon assiette. J'avais perdu l'appétit. Vous vivez dans ma maison gratuitement depuis 5 ans. Je vous ai donné ma chambre. J'ai déplacé mon atelier dans le garage. J'ai changé mes habitudes pour vous mettre à l'aise. Et maintenant, vous voulez que je rembourse mon hypothèque et que je déménage dans le garage, pour que vous puissiez rénover ma maison pour vous. Colette, soupira Sophie, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant qui ne comprend pas. Tu n'es plus toute jeune. Tu dois penser à qui va s'occuper de toi dans ta vieillesse. Tu n'as qu'Étienne, et si tu veux qu'on prenne soin de toi, quand tu ne pourras plus t'occuper de toi-même, il faudra être un peu plus coopérative. Voilà une menace. Si je ne fais pas ce qu'ils veulent, ils me laisseront me débrouiller seule dans mes vieux jours. Et puis, continua Sophie, si tu remboursais l'hypothèque plus tôt, tu n'aurais pas à travailler si dur. Tu pourrais te reposer davantage. À ton âge, c'est important. J'ai regardé mon fils. Il détourna les yeux, embarrassé, mais ne dit rien, ne me défendit pas. Comme d'habitude, la maison est à mon nom, répétai-je, mais levant des tables. Je ne vais pas accélérer le remboursement de l'hypothèque pour que vous puissiez la rénover pour vous, et je ne déménage certainement pas dans le garage. Maman, voyons, Étienne se leva aussi. Et on est une famille, on est censé se soutenir. Je suis ton fils unique. Après tout, oui, c'est vrai, je le regardais droit dans les yeux, et je t'ai aimé depuis la première fois que je t'ai senti bouger dans mon ventre. Je t'ai donné tout ce que je pouvais, mais maintenant, je ne te reconnais plus, Étienne. Et, mon Dieu, ne recommence pas avec cette rengaine, gémit Sophie. Tu joues toujours la carte je t'ai mise au monde quand tu veux faire culpabiliser Étienne. Tu n'es pas la mieux placée pour parler de manipulation. Sophie, me tournai-je vers elle. Qui va s'occuper de toi dans ta vieillesse? Ce n'est pas de la manipulation. Peut-être. Puis, tu sais quoi? Elle se leva aussi. On a essayé d'être gentil. On a essayé de régler les choses à l'amiable. Mais apparemment, tu ne comprends pas la gentillesse. Alors je vais être claire. Soit tu acceptes nos conditions, soit quoi? Je croisai les bras sur ma poitrine. Et soit on trouve un moyen de te convaincre,
Elle sourit, mais ses yeux restèrent froids. Après tout, à ton âge, beaucoup de gens commencent à développer une démence. Qui sait, peut-être que tu n'es plus capable de prendre des décisions financières saines. Peut-être as-tu besoin d'un tuteur. Si, Sophie. Étienne semblait choqué. De quoi parles-tu? De ce que tu as peur de dire toi-même, le coupa-t-elle. Ta mère ne nous laisse pas le choix. On voulait faire les choses, simplement. Mais elle refuse de coopérer. Je l'ai regardée et senti quelque chose se briser en moi. Non pas mon cœur, mais cette colonne vertébrale que j'avais laissée se courber ces 5 dernières années. Mon fils et sa femme venaient de menacer de me déclarer inapte si je ne me pliais pas à leurs exigences. C'était la goutte d'eau. Je comprends, dis-je doucement. Merci pour le dîner. C'était très instructif. Je me tournai et sortis de la cuisine, les laissant là, bouche bée. En montant les escaliers vers ma chambre, je savais déjà ce que je devais faire. Ça ne pouvait plus continuer. Il était temps de reprendre ma vie en main. J'ai passé toute la nuit après ce dîner désastreux à réfléchir. Allongé sur le lit étroit de l'ancienne chambre d'amis, je fixai le plafond. Les rideaux tirés laissaient filtrer une lueur argentée de la lune, projetant des ombres bizarres sur les murs. Au loin, une sirène hurlait. Des voitures passaient parfois dans la rue, leurs phares illuminant brièvement le plafond de stries jaunâtres. Je repensais à comment j'en étais arrivé là. Quand avais-je permis qu'on me traite comme un paillasson dans ma propre maison? Quand avais-je perdu le respect de moi-même au point que mon propre fils trouve normal de me menacer d'une mise sous tutelle? Ça avait dû commencer après la mort de Jacques. Non, avant cela. Quand on lui a diagnostiqué un cancer du poumon de stade 4, nous étions tous les deux sous le choc. Jacques n'avait jamais fumé, menait une vie active, courait 5 kilomètres chaque matin. Il doit y avoir une erreur, répétait-il en regardant les résultats. Mais il n'y en avait pas. 8 mois de chimiothérapie. 8 mois à regarder mon mari fort et énergique se transformer en ombre, ses cheveux bruns épais s'amincissant, ses joues s'affaissant, ses yeux s'éteignant. Les dernières semaines, il ne pouvait plus se lever seul. Je le nourrissais à la cuillère, changeais ses draps quand il vomissait, l'essuyais avec une serviette humide quand sa fièvre montait. Étienne n'est arrivé qu'aux funérailles. Désolé. Maman, j'ai des échéances au travail. Je ne peux pas partir plus tôt, m'avait-il dit au téléphone. Quand je lui avais annoncé que les médecins donnaient à son père 2 semaines maximum, Jacques l'a attendu jusqu'au dernier jour. Est-ce qu'Étienne vient? Demandait-il, luttant pour desserrer ses lèvres sèches. Il a promis qu'il viendrait? J'avais hoché la tête et menti. Oui, chérie, il est en route, il sera là bientôt. Étienne n'est arrivé que pour la cérémonie funéraire. Après les funérailles, il est resté 3 jours. Il s'asseyait dans le salon, feuilletant mollement de vieux albums photos. Et toutes les 15 minutes, il sortait sur le porche pour fumer. Je ne savais pas qu'il avait commencé à fumer. Il ne me parlait pas de sa vie, de sa rupture avec la fille qu'il fréquentait depuis 5 ans, qu'il avait été licencié d'une agence de publicité, qu'il avait rencontré Sophie dans un bar et qu'elle avait emménagé avec lui 1 semaine après leur rencontre. Tout cela, je l'ai appris plus tard, quand ils sont apparus sur le seuil, avec des valises et des sourires coupables. « Ce ne sera pas long, maman », m'avait assuré Étienne. 2 mois maximum, le temps de trouver un nouvel appartement. J'étais heureuse de les voir. Après la mort de Jacques, la maison semblait trop grande, trop vide, trop silencieuse. La nuit, j'allumais la télévision juste pour le bruit de fond, me réveillais à 3 heures du matin dans un silence qui pesait sur mes oreilles comme une colonne d'eau. Je cuisinais pour 2 par habitude, puis jetais la moitié de la nourriture. Les premières semaines après leur installation étaient presque idylliques. Étienne m'aidait dans le jardin, vissait de nouvelles ampoules sur le porche, réparait le robinet qui fuyait dans la salle de bain. Sophie préparait le dîner quand elle rentrait du travail, avant que je ne le fasse. Nous regardions des films ensemble le soir et je me sentais vivre à nouveau dans une famille complète.
Mais ensuite, quelque chose a changé. Ils ont commencé à s'isoler, verrouillant la porte de leur chambre, chuchotant dans la cuisine. Se taisant quand j'entrais, Étienne restait de plus en plus tard au travail, et quand il rentrait, il allait directement dans sa chambre. Sophie devenait irritable, répondant sèchement à chaque mot. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait, jusqu'à ce qu'un jour, je les entende parler, pensant que j'étais endormie. Combien de temps encore allons-nous être coincés ici? Siffla Sophie. Ne commence pas, répondit Étienne, fatigué. Tu sais qu'on n'a pas d'argent pour un loyer. Je dois d'abord rembourser mes prêts. Ta mère me rend folle, insista Sophie, toujours à traîner avec cet air de martyr. Je manque tellement à Jacques. Jacques disait toujours. Jacques aimait ce thé. Mon Dieu, il est mort depuis plus d'1 an maintenant. Il est temps de passer à autre chose. Et elle a toujours été comme ça, soupira Étienne. Dramatique. Son père l'a gâtée en tout. Peut-être que c'est pourquoi elle ne se remet pas de sa mort. Je restai devant la porte, la main pressée sur la poitrine, sentant chaque mot me transpercer comme une aiguille. Mon fils, celui que j'avais porté 9 mois, que j'avais allaité, à qui j'avais lu des histoires, appris à faire du vélo, soigné les genoux écorchés. Ce même fils parlait de moi avec un tel dédain, comme si j'étais une voisine agaçante, pas une mère. À partir de ce jour, quelque chose s'est brisé entre nous. Je n'ai plus jamais essayé de faire fonctionner les choses. Je n'ai plus proposé de sortir dîner ou de regarder un film ensemble. Je ne lui demandais plus comment s'était passée sa journée. J'existais autour d'eux, comme un fantôme dans ma propre maison. Et puis, il y avait les factures d'électricité, de câbles, et l'hypothèque. Après la mort de Jacques, j'étais la seule à payer l'hypothèque. Son assurance avait couvert ses frais médicaux, mais pas assez pour rembourser l'hypothèque. Il me restait 15 ans à payer. Je pensais qu'Étienne et Sophie aideraient au moins avec les factures de service public. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, ils trouvaient des excuses. « Maman, je suis vraiment à court d'argent en ce moment. On verra le mois prochain. »« Colette, tu sais que j'envoie de l'argent à ma mère malade. Il ne me reste rien. » Et je payais, pour leur douche chaude de 30 minutes. La télévision dans leur chambre, qui restait allumée tout le temps, le climatiseur qu'ils mettaient à fond 24 heures sur 24, la nourriture qu'ils dévoraient sans penser au prix. Pendant 5 ans, j'ai supporté ça. 5 ans à me dire qu'ils allaient bientôt déménager, trouver leur propre appartement, commencer leur propre vie. 5 ans à me convaincre que mon fils traversait juste une mauvaise passe, que les choses s'amélioreraient bientôt, qu'il redeviendrait le garçon attentionné que j'avais élevé. Mais le dîner d'hier m'a ouvert les yeux. Ils n'allaient pas déménager, jamais. Ils prévoyaient de me chasser de ma propre maison, et si je ne me pliais pas à leurs exigences, ils menaçaient de me déclarer inapte. C'était trop. Je me levais à 5 heures du matin, alors que la lumière commençait à peine à poindre dehors, silencieusement. Pour ne pas faire craquer le plancher, je descendis à la cuisine et allumai la cafetière. J'ouvris le tiroir du bureau, où je gardais mes documents importants, et sortis un dossier contenant les papiers de la maison, contrat hypothécaire, assurance, reçu de paiement. Je les étalai sur le bureau et commençai à les étudier. Combien avais-je déjà remboursé? Combien restait-il? Y avait-il une option de remboursement anticipé 1 heure plus tard? J'avais un plan, pas seulement un plan, une solution. Je vendrais la maison. C'était si évident que je me demandais comment je n'y avais pas pensé plus tôt. La maison avait été achetée il y a 25 ans, quand Jacques et moi, nous étions mariés. Depuis, l'immobilier dans notre quartier avait considérablement pris de la valeur, même avec l'hypothèque restante. Je pouvais obtenir assez d'argent pour acheter un petit appartement ou une maison quelque part au calme, peut-être même au bord de la mer, comme Jacques et moi en avions toujours rêvé. Je me souvenais de notre dernier anniversaire de mariage, avant sa maladie. Nous étions assis dans le jardin, sous la treille que Jacques avait plantée, buvant du vin blanc de Normandie et rêvions de l'avenir.
Quand Étienne sera enfin sur pied, disait Jacques, on pourrait vendre la maison et déménager quelque part à Deauville, acheter une petite maison au bord de la mer. Je marcherai sur la plage le matin, et tu coudrais tes merveilleuses robes sur le balcon, en regardant l'océan, et on prendrait un chien. J'avais enchaîné un gros chien gentil qui courait sur la plage et te ramènerait des coquillages. Et nous regarderions le coucher de soleil chaque soir, assis sur des chaises en osier, main dans la main. Jacques avait serré ma paume, ses yeux brillants d'amour. Nous n'avions jamais réalisé ce rêve. Jacques est tombé malade, puis il est mort. Mais maintenant, je pouvais le faire pour nous deux. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à chercher des informations sur le marché immobilier en Normandie. Deauville semblait particulièrement attrayante. Une ville ensoleillée avec des plages, des ports, des maisons de pêcheurs. Il y avait beaucoup de petits appartements à des prix abordables. Et surtout, c'était assez loin de ma maison actuelle pour que Étienne et Sophie ne puissent pas simplement passer à l'improviste. À 7 heures, j'entendis Sophie descendre les escaliers. Je refermai rapidement mon ordinateur et fis semblant de boire mon café. « Bonjour » marmonna-t-elle, se dirigeant vers la cafetière. « Bonjour » répondis-je, sans lever les yeux. Elle se servit du café, prit une pomme dans le vase et remonta à l'étage sans un mot de plus, comme si la conversation d'hier n'avait pas eu lieu, comme si elle ne m'avait pas menacé de tutelle. Typique de Sophie de faire comme si rien ne s'était passé quand elle avait dépassé les bornes. J'attendis qu'elle soit montée et rouvris l'ordinateur. Maintenant, je devais trouver un agent immobilier fiable, quelqu'un pour m'aider à vendre la maison rapidement et discrètement. À 9 heures, quand Sophie était partie au travail et qu'Étienne dormait encore après sa garde de nuit, je composais le numéro de l'agence Lumière. J'avais lu de bonnes critiques en ligne. « Bonjour, agence immobilière Lumière. Comment puis-je vous aider ?» répondit une voix féminine agréable. « Bonjour », essayai-je de parler calmement, bien que mon cœur battait à tout rompre. « Je m'appelle Colette Beaumont. J'aimerais consulter pour la vente de ma maison. »« Bien sûr, Madame Beaumont, puis-je vous mettre en relation avec l'un de nos agents ?»« Oui. »« S'il vous plaît ?» Quelques secondes plus tard, une autre voix se fit entendre, grave et confiante. « Camille Bernard, agente immobilière senior. En quoi puis-je vous aider ?» J'ai pris une profonde inspiration et commençai à expliquer ma situation. Camille écouta attentivement, posant parfois des questions pour clarifier. Quand j'eus fini, elle dit « Madame Beaumont, je comprends votre situation et je peux vous aider. Quand serait-il pratique pour vous de nous rencontrer pour une discussion détaillée ?»« Mais c'est aujourd'hui, » répondis-je sans hésiter. « Le plus tôt possible. J'ai une fenêtre dans mon emploi du temps à 11 heures. Cela vous convient-il ?» Oui, parfait. Nous convînmes de nous rencontrer au café L'Horizon, un petit café chaleureux situé au bord de la Loire, à quelques minutes de chez moi. J'avais choisi cet endroit exprès. Étienne et Sophie n'y étaient jamais allés. Ils le trouvaient trop vieillot, avec ses peintures de paysages et son menu de thé aux herbes. Avant de partir, je laissai une note sur la table de la cuisine. Parti chez Madame Dupont pour essayer des pantalons. Je serai de retour pour le dîner. Il y a une lasagne au frigo. Réchauffez-la si vous avez faim. Maman, j'enfilai ma plus belle robe. Une robe bleu marine à petits motifs floraux que j'avais cousue moi-même il y a 3 ans pour le dîner de Noël chez ma sœur. Je relevai mes cheveux en un chignon soigné, appliquai un peu de maquillage. Je me regardai dans le miroir et fus surprise de voir que j'avais l'air déterminé. Les rides autour de mes yeux n'avaient pas disparu, les cheveux gris non plus, mais il y avait une étincelle dans mes yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. Camille Bernard était une femme énergique d'une 50aine d'années, avec des cheveux blonds courts et des yeux bleus perspicaces. Elle m'attendait déjà à une table près de la fenêtre, donnant sur la Loire scintillant sous le soleil. Mais Madame Beaumont, elle se leva et me tendit la main. « Ravie de vous rencontrer. Asseyez-vous. » Je m'assis en face d'elle, ressentant un étrange mélange de peur et d'excitation.
Ce que j'étais sur le point de faire semblait à la fois insensé et la seule chose sensée à faire. Alors, Camille ouvrit son ordinateur. Commençons par quelques informations de base sur votre maison. Adresse, superficie, nombre de pièces, année de construction. J'ai lui fourni toutes les données nécessaires pendant qu'elle remplissait un formulaire. La serveuse m'apporta un thé à la fleur d'oranger et un croissant. Maintenant, parlez-moi de l'état de la maison, continua Camille. Y a-t-il eu des réparations, des problèmes de plomberie ou d'électricité? J'ai lui dit que, 5 ans plus tôt, Jacques et moi avions entièrement rénové la cuisine, remplacé les fenêtres et le système de chauffage, que le toit avait été réparé il y a 3 ans, que la cave était parfois humide, mais qu'il n'y avait pas de fuite grave. Parfait. Ok, Camille, prenant des notes. Maintenant, la question la plus importante. Combien devez-vous encore sur votre hypothèque? Je lui donnai le montant. Elle fit un rapide calcul sur une calculatrice et sourit. Madame Beaumont, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En fonction des prix actuels de l'immobilier dans votre quartier et de l'état de la maison, vous pouvez obtenir environ 3 fois le solde de votre hypothèque. Même après avoir payé tous les frais et taxes, il vous restera assez pour acheter un bel appartement ou une petite maison ailleurs. J'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. C'était réalisable. Je pouvais vraiment commencer une nouvelle vie. À quelle vitesse pouvez-vous vendre une maison? Des mandailles? Dans votre quartier, l'immobilier part vite, répondit Camille. Si le prix est compétitif et que la maison est en bon état, je pense qu'on peut trouver un acheteur en 1 mois, 2 au maximum. Y a-t-il un moyen? Hésitai-je. Y a-t-il un moyen d'accélérer le processus? J'aimerais la vendre le plus tôt possible. Camille me regarda attentivement. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de la compréhension. J'ai quelques clients qui cherchent une maison dans votre quartier, dit-elle après une pause. Une jeune famille avec 2 enfants, s'ils aiment votre maison, on pourrait conclure un marché en 2 semaines. Ce serait parfait. Ne pus-je cacher mon soulagement. Cependant, Camille devint sérieuse. Je dois m'assurer que vous êtes la propriétaire exclusive de la maison et qu'il n'y a pas d'obstacles légaux à la vente. Vous avez mentionné un fils. Il n'est pas copropriétaire. Non, secouai-je la tête. La maison est uniquement à mon nom. Mon mari est décédé il y a 6 ans, et son testament m'a tout légué. Je vois, et votre fils ne s'opposera pas à la vente. J'ai réfléchi un instant. Bien sûr, Étienne serait furieux. Mais légalement, il ne pouvait rien faire. Mon fils et sa femme vivent chez moi temporairement, dis-je enfin. Ils n'ont aucun droit légal sur la maison, et je ne prévois pas de les informer de la vente avant le dernier moment. Camille haussa légèrement un sourcil, mais hocha la tête sans commenter. Dans ce cas, nous devons procéder avec prudence. Les visites de la maison peuvent être organisées quand votre fils et sa femme sont absents, et la signature des documents peut se faire dans mon bureau. Oui, ce serait idéal. Fus-je soulagé qu'elle ne me fasse pas la morale sur les relations familiales. D'accord. Camille ferma son ordinateur. Fixons une date pour une inspection de la maison. Je devrais prendre des photos et évaluer l'état de la propriété avant de la mettre sur le marché. Nous convînmes qu'elle viendrait le mardi suivant, quand Étienne serait en voyage et Sophie au travail. D'ici là, je devais rassembler tous les documents nécessaires et commencer à me débarrasser des choses inutiles. Quand nous eûmes fini, il était presque 13 heures. Je payai mon thé et mon croissant, remerciai Camille et sortis du café. Sentant que je venais de me débarrasser du lourd sac à dos que je portais depuis des années, au lieu de rentrer directement chez moi, je décidai de me promener le long de la promenade. C'était une belle journée ensoleillée. Une légère brise agitait les feuilles des arbres. Sur les bancs, des couples âgés, des jeunes mamans avec des poussettes, des adolescents avec des écouteurs. La vie ordinaire et quotidienne qui m'avait échappé ces 6 dernières années, alors que je sombrais de plus en plus dans le gouffre du chagrin et de la solitude.
j'atteignis le petit parc avec l'étang, où Jacques et moi nous promenions souvent le week-end. Je m'assis sur notre banc préféré et sortis mon téléphone. J'ouvris mon navigateur et tapai « Appartement à louer, Deauville, Normandie ». Des dizaines d'offres apparurent à l'écran. Studios, appartement d'une chambre, de 2 chambres. Je sélectionnai le filtre « Une chambre » jusqu'à 1800 € par mois. La liste se réduisit, mais restait impressionnante. Je commençai à parcourir les annonces une par une. Un petit appartement avec vue sur la mer, un studio à 5 minutes à pied de la plage, une pièce confortable dans un quartier calme, tout cela était possible. Réel, réalisable. Je sélectionnai quelques options qui semblaient les plus attrayantes et envoyai des demandes via le site. Puis, j'ouvris un nouvel onglet et tapai « Billet d'avion Deauville ». À 15 heures, j'avais réservé un vol dans 2 semaines et programmé des visites pour 3 appartements le jour de mon arrivée. Je restais assise sur le banc du parc, regardant les canards nager dans l'étang. Et je n'arrivais pas à croire que je faisais vraiment cela. Moi. Colette Beaumont, 65 ans, prenait des décisions sur ma vie, seule. Pour la première fois depuis longtemps, c'était effrayant et incroyablement libérateur à la fois. Quand je rentrais chez moi, Étienne et Sophie étaient encore absents. Je montai dans ma chambre et commençai à trier mon armoire. Qu'allais-je emporter? Que garderai-je? Que jetterai-je? Les photos de Jacques viendraient avec moi. Bien sûr, ma machine à coudre préférée, celle qu'il m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage, quelques-unes de mes robes favorites. Des bijoux, les lettres que nous nous écrivions quand Jacques partait en voyage d'affaires, le reste. C'était juste des objets, meubles, vaisselle, livres que je ne relirais jamais. Ils pouvaient être remplacés ou laissés derrière. À 65 ans, on commence à réaliser combien peu de choses sont vraiment nécessaires pour être heureux. Je rangeais mes documents, les plus importants, et mes objets de valeur dans un petit coffre-fort dans ma chambre. La clé était toujours sur moi, sur une chaîne, avec la bague de mariage de Jacques. Le reste, je le rangeais progressivement dans des cartons que je cachais sous mon lit ou dans les coins reculés de mon armoire. Les jours suivants, je vécus une double vie. Le jour, j'étais la même vieille Colette, discrète, invisible, docile. Je cuisinais le dîner, faisais la lessive, ourlais des pantalons pour des clientes dans mon atelier du garage. Étienne et Sophie ne remarquaient rien. Ils me prêtaient rarement attention, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Et le soir, quand ils montaient dans leur chambre pour regarder des feuilletons, ou le matin, quand ils dormaient encore, je continuais à préparer mon départ. Trier, contacter la banque pour mes comptes, rechercher des informations sur Deauville, la météo, les transports, les magasins, les cliniques. Le mardi suivant, Camille Bernard, 20, visita la maison, prit beaucoup de photos et m'aida à remplir tous les documents nécessaires. Elle fut impressionnée par l'état de la maison et dit qu'elle était confiante que nous trouverions un acheteur très rapidement. « J'ai une bonne nouvelle », dit-elle avant de partir. « Vous souvenez-vous de cette jeune famille dont je vous ai parlé? Ils ont été très intéressés quand je leur ai décrit votre maison. Ils veulent la voir dès que possible. » Quant, demandai-je, sentant mon cœur s'accélérer. Ce vendredi, si ça vous convient. Je sais que c'est rapide, mais ils sont très motivés à acheter. J'ai réfléchi. Étienne devait rentrer d'un autre voyage vendredi, mais pas avant le soir. Et Sophie travaillait jusqu'à 18 heures. Oui, vendredi. Me va, vers 13 heures. Parfait. Camille sourit et me serra la main. J'ai le sentiment que cette affaire va se conclure, Madame Beaumont, et très bientôt. Quand elle partit, je m'assis sur le canapé du salon et regardai autour de moi. C'était la maison où Jacques et moi avions vécu pendant 25 ans, où notre fils avait grandi, où nous avions célébré des anniversaires, des Noëls, où Jacques avait accueilli son dernier printemps. Je pensais que je ressentirais de la tristesse ou des regrets, mais à la place, je ne ressentais que de la détermination et un étrange calme. Le vendredi,
La jeune famille Dubois vint voir la maison. Méo. Dubois. Un homme grand au sourire amical, sa petite épouse avec un charmant accent méridional et leurs 2 enfants, des jumeaux d'environ 6 ans, un garçon et une fille, avec des taches de rousseur identiques sur le nez, ils parcoururent les pièces, s'exclamant de plaisir, surtout en voyant le grand jardin avec le pommier. « On pourrait mettre une balançoire ici, dit M. Dubois, passant son bras autour des épaules de sa femme. Tu te souviens, on rêvait toujours d'une maison avec un pommier dans le jardin. » Madame Dubois hocha la tête, les yeux brillants de bonheur. « C'est la maison parfaite pour notre famille. » J'ai resté à côté de Camille, les observant, et je pensais à comment Jacques et moi avions parcouru cette maison de la même manière, plein d'espoir et de projets pour l'avenir. Nous aussi avions rêvé de balançoires pour Étienne, de barbecues familiaux, le week-end, de soirées au coin du feu. Certains de ces rêves s'étaient réalisés, d'autres non. Mais en regardant les Dubois, je ressentais un étrange calme. C'était comme passer le relais. La maison qui avait été témoin de tant de moments de ma vie deviendrait maintenant le foyer d'une nouvelle famille. De nouveaux souvenirs. Après la visite, Camille, le couple Dubois et moi nous assîmes à la table de la cuisine pour discuter des détails. Les enfants jouaient dans le jardin sous le pommier, leur rire cristallin parvenant par la fenêtre ouverte. « Nous avons beaucoup aimé votre maison. Madame Beaumont, dit M. Dubois, nous sommes prêts à faire une offre maintenant. » Il cita un montant légèrement supérieur à ce que Camille et moi avions initialement discuté. Je pris une profonde inspiration et hochai la tête. « J'accepte votre offre. » Nous nous serrâmes la main, et Camille commença à expliquer les étapes suivantes. Documents. Inspection de la maison par un expert. Date de clôture. Compte tenu de l'urgence dont nous avons parlé, dit-elle en me regardant. Je propose de programmer la clôture pour ce lundi. Cela nous donne le week-end pour préparer tous les documents. Lundi, calculai-je mentalement. Oui, c'est parfait. Et quand prévoyez-vous de libérer la maison? Demanda Madame Dubois. Mardi matin, répondis-je. Mon vol est à 9 heures. C'est parfait pour nous aussi. Hocha M. Dubois. Nous terminons notre bail mardi. Quand ils partirent, Camille s'attarda pour passer en revue les derniers détails. Ça se passe encore mieux que prévu, dit-elle. Les Dubois sont les acheteurs parfaits. Leur prêt est déjà approuvé. Et ils sont prêts pour une transaction rapide. Je pense que tout se passera bien lundi. J'ai la remercié pour son travail et l'accompagné à la porte. Resté seul, je parcourus la maison une dernière fois, disant mentalement au revoir à chaque pièce. Dans 3 jours, ce ne serait plus ma maison. Cette pensée n'était plus douloureuse ni regretteuse, juste l'anticipation d'une nouvelle vie. Étienne rentra de son voyage tard dans l'après-midi. J'étais déjà dans ma chambre, faisant semblant de dormir, quand j'entendis la porte d'entrée claquer et ses pas lourds dans l'escalier. Il s'arrêtait généralement pour me dire qu'il était rentré. Mais, ce soir, il passa devant ma porte et alla directement dans sa chambre. Le lendemain, samedi, se passa dans les tâches habituelles. Je fis la lessive, préparai le déjeuner, travaillai sur une commande pour un Mme Dupont. Étienne passa la majeure partie de la journée dans sa chambre. Se remettant de son long trajet, Sophie partit au spa, déclarant qu'elle avait besoin d'une détox après une semaine difficile au travail. Le soir, alors que je finissais de préparer le dîner, Étienne entra dans la cuisine. Il semblait reposé et étrangement enthousiaste. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman ?» demanda-t-il, jetant un œil dans la casserole. « Un ragoût de poulet et légumes, » répondis-je. « Une tarte aux pommes pour le dessert. »« Super !» Il se frotta les mains. « Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé ta tarte aux pommes. » J'ai le regardé, surprise. Il ne montrait généralement pas un tel enthousiasme pour ma cuisine. Sophie rentrera pour le dîner, demanda-je, sortant la tarte du four. Ah, oui, elle a envoyé un message. Elle sera là dans une demi-heure. Étienne s'assit à la table
et tambourina des doigts sur le plan de travail. « Écoute, maman, à propos de notre dernière conversation, je me crispais, mais continuais à trancher du pain calmement. Je voulais m'excuser, continua-t-il. Sophie et moi, on a un peu dépassé les bornes. Cette histoire de tutelle, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. On s'inquiète juste pour toi. » Je me tournai vers lui, essayant de voir s'il était sincère. Ses yeux, si semblables à ceux de Jacques, me regardaient avec une expression que je ne pouvais déchiffrer, du remords ou autre chose. « Mais merci de t'excuser, » dis-je enfin. « Parlons-en pendant le dîner, quand Sophie sera là. » Il hocha la tête et sortit de la cuisine. Et je restai là, tenant le couteau à pain dans la main. Quelque chose n'allait pas. Étienne ne s'excusait jamais, du moins pas ces dernières années, et certainement pas pour ce que Sophie avait dit ou fait. Sophie rentra juste à temps pour le dîner, avec une nouvelle coupe de cheveux et une manucure fraîche. Elle était aussi inhabituellement amicale, m'aidant à dresser la table et complimentant même ma robe. Nous nous assîmes pour dîner, et les premières minutes se passèrent dans une atmosphère étrangement conviviale. Étienne parlait de son dernier voyage, Sophie de potin de bureau. Je les écoutais, hochant la tête au bon moment, attendant qu'ils en viennent à la vraie raison de leur soudaine amabilité. Cela arriva quand je servis le dessert. Étienne attendit que j'aie posé les parts de tarte sur les assiettes et dit « Maman, Sophie et moi avons beaucoup réfléchi à notre avenir, à la maison, au bébé, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'on a peut-être agi trop agressivement. » J'émâchai la tarte en silence, attendant qu'il continue. « On ne veut pas que tu te sentes chassé de ta propre maison, » enchaîna Sophie. « Ce n'était jamais notre intention. » Vraiment. Haussai-je en sourcil. « Oh, alors, quelle était votre intention quand vous avez suggéré que je déménage dans le garage ?» Sophie fronça le nez. « C'était une proposition maladroite. Je le regrette. On veut juste que tout le monde soit à l'aise, » continua Étienne, « et que tu puisses prendre plus de vacances, sans t'inquiéter de l'hypothèque. Et comment proposez-vous d'y parvenir ?» Demandai-je, repoussant mon assiette vide. Ils se regardèrent, et Sophie hocha légèrement la tête. Ah, on pensait, Étienne toussa, peut-être qu'on pourrait racheter la maison. Je faillis m'étouffer avec mon thé. La racheter, m'exclamai-je. Oui, il semblait enthousiaste. On pourrait reprendre l'hypothèque. Tu aurais l'argent, et tu pourrais, eh bien, t'acheter quelque chose de plus petit, quelque chose de plus adapté à ton âge, et tu serais resté ici. Je veux dire, clarifiai-je. Oui. Hocha Sophie. Ce serait la solution parfaite pour tout le monde. Tu serais soulagé du fardeau d'une grande maison et d'une hypothèque, et nous aurions de l'espace pour notre famille qui s'agrandit. Et combien m'offrez-vous pour la maison ? Croisai-je les bras sur ma poitrine. Étienne cita un montant bien inférieur à la valeur marchande, même en dessous de ce que j'avais déjà accepté des Dubois. C'est généreux de votre part. Essayai-je de parler calmement. Ah. Et quand prévoyez-vous de réaliser cette transaction ? Eh bien, Étienne se frotta la nuque. Et on a déjà entamé le processus d'approbation de l'hypothèque. Notre conseiller de crédit a dit que ça pourrait être prêt dans 1 mois à 1 mois et demi. Donc, vous avez déjà commencé le processus d'hypothèque sans en discuter avec moi. Ne pus-je cacher ma surprise. On voulait être sûr d'être approuvé pour un prêt avant d'en parler, expliqua Sophie. Pourquoi t'embêter? Si on avait été refusé, ça, très attentionné de votre part, souris-je. Mais je suis sûr que le sourire n'était pas très sincère. Ah. Alors, qu'en penses-tu? Étienne se pencha en avant. Les yeux brillants d'excitation, je pris une gorgée de thé, rassemblant mes pensées. Il semblait si confiant, si sûr que j'accepterais leur proposition. Après tout, n'avais-je pas toujours cédé? Ne les avais-je pas laissés prendre ce qu'ils voulaient? Mais pas cette fois. J'ai peur que votre offre arrive un peu tard, dis-je enfin. La maison est déjà vendue. Un silence s'ensuivit.
Étienne et Sophie me regardèrent, comme si j'avais soudain parlé une langue étrangère. « Quoi » articula Étienne. « La maison est vendue, répétai-je. La transaction se conclut lundi. Les nouveaux propriétaires recevront les clés mardi matin. » « Mais c'est impossible. » Sophie secoua la tête. « Tu n'aurais pas pu. Tu nous l'aurais dit. Comme je le fais maintenant. » Haussai-je les épaules. « Tu plaisantes. » Rit Étienne nerveusement. « Tu veux juste nous faire peur pour qu'on offre plus d'argent. C'est ça. » Je secouai la tête. « Ah, non, Étienne. Je ne plaisante pas et je ne négocie pas. La maison a été vendue à la famille Dubois. Ils emménagent mardi. » « Tu ne peux pas vendre la maison comme ça. » Sophie haussa la voix. « On vit ici. Vous êtes des invités ici. » La corrigeai-je. Temporairement. Depuis 5 ans maintenant. Maman. Étienne saisit ma main. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est ta maison. Notre maison. Tu ne peux pas juste. Je peux. Libérai-je ma main doucement, mais fermement. Et je l'ai déjà fait. Et où vas-tu? Demanda-t-il, sa voix tremblant de colère à peine contenue. En Normandie, à Deauville. J'ai loué un petit appartement là-bas, avec vue sur la mer. Normandie. Sophie semblait sur le point d'exploser. Tu déménages en Normandie, et tu n'as même pas pris la peine de nous le dire. Ah, comme vous ne m'avez pas dit que vous alliez racheter ma maison, pareil, c'est différent, s'exclama-t-elle. On voulait te surprendre, t'aider, m'aider à déménager dans le garage, lui rappelai-je. Mon Dieu, maman, Étienne passa la main dans ses cheveux. Tu ne peux pas sérieusement envisager de déménager en Normandie. Tu as 65 ans. Tu ne connais personne là-bas. Comment vas-tu vivre seul? De la même manière que j'ai vécu ici ces 5 dernières années. Le regardai-je dans les yeux. Seul, même si vous étiez dans la pièce d'à côté. Cela sembla le toucher. Il recula, comme s'il avait reçu une gifle. Ce n'est pas juste, dit-il doucement. On était toujours là pour toi, si tu demandais de l'aide. La dernière fois que je t'ai demandé de réparer un robinet qui fuyait dans la salle de bain, tu as dit que tu étais trop fatigué après ton voyage. Lui rappelai-je. Quand j'ai demandé de l'aide pour déneiger l'allée l'hiver dernier, tu as dit que tu avais mal au dos. Quand j'ai demandé que vous cuisiniez le dîner au moins une fois de temps en temps, Sophie a dit qu'elle n'était pas femme de ménage. Tu prends tout hors contexte, s'exclama Sophie. On traversait des moments difficiles, on se tuait au travail. Et pourtant, on n'a jamais payé un sou pour vivre ici. Je secouai la tête. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle maintenant. La maison est vendue. Je m'envole mardi. Vous avez 3 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre. Samy. 3 jours. Sophie bondit de sa chaise. Es-tu devenue folle? Où va-t-on trouver un endroit où vivre en 3 jours? Ce n'est pas mon problème. Haussai-je les épaules. Vous êtes adulte, décidez vous-même. C'est illégal. Sophie continua à crier. Tu ne peux pas nous expulser comme ça. Il y a des lois sur l'expulsion, qui s'appliquent aux locataires. Restai-je calme? Vous n'êtes pas locataire? Nous n'avons pas de contrat. Vous n'avez pas payé de loyer. Légalement, vous êtes juste des invités qui ont trop prolongé leur séjour. Tu ne peux pas nous faire ça. Étienne se leva aussi. Tu es ma mère. Bon sang. Oui, Hokaige. Je suis ta mère, et je t'ai aimé chaque jour de ta vie, même quand tu m'as fait mal, même quand tu as laissé ta femme me menacer de tutelle, même maintenant. Je t'aime, Étienne, mais je ne te laisserai plus diriger ma vie. Tu le regretteras plus tard, siffla Sophie, quand tu seras seule dans ton appartement en Normandie, sans famille, sans soutien, quand tu auras besoin d'aide, et qu'il n'y aura personne autour. Je n'ai déjà personne autour de moi. Me levai-je de table. Vous vivez dans ma maison. Mangez ma nourriture. Utilisez tout ce que j'ai.
Mais aucun de vous ne me demande comment s'est passée ma journée. Personne ne demande si j'ai besoin d'aide. Personne ne me remercie pour ce que je fais. Alors, oui, je serai seul en Normandie. Mais ce sera la même solitude que je vis ici, sauf avec une vue sur la mer et sans avoir à cacher des biscuits derrière une pile de serviettes. Sophie blêmit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais, l'interrompis-je. Ah, tu sais tout, mais ça n'a plus d'importance. Vous avez 3 jours. Mardi à 8 heures. Je remets les clés au nouveau propriétaire et je pars à l'aéroport. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, je crains que vous deviez vous expliquer avec eux. Sur ces mots, je sortis de la cuisine, les laissant là, bouche bée. Je montai dans ma chambre, fermai la porte et m'assis sur mon lit. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient légèrement. Mais en même temps, je me sentais étrangement soulagée. C'était comme si j'avais lâché le lourd sac à dos que je portais depuis des années. Je ne savais pas à quoi m'attendre ensuite. Des cris, des menaces, des tentatives de défoncer la porte, mais la maison resta silencieuse. Ce n'est que quelques minutes plus tard que j'entendis la porte d'entrée claquer, puis le moteur de la voiture de Sophie rugir et s'éloigner dans la nuit. Étienne était resté. Je l'entendais marcher dans la maison, ouvrir et fermer des placards, marmonner quelque chose pour lui-même. Puis, il monta les escaliers et s'arrêta devant ma porte. Je me crispai, m'attendant à un coup ou un cri, mais il resta là quelques secondes, puis alla dans sa chambre et claqua la porte bruyamment. Je restai assise sur mon lit longtemps, écoutant les sons de la maison, ma respiration, les battements de mon cœur. Je l'avais fait, j'avais enfin dit la vérité. Et le monde ne s'était pas écroulé, les cieux ne s'étaient pas ouverts, j'avais juste, libéré moi-même. À un moment, j'allai à la fenêtre et écartai le rideau. Il faisait déjà noir dehors. Les fenêtres des voisins brillaient d'une lumière jaune chaleureuse. Un chien aboyait quelque part. Une nuit de samedi normale en banlieue. Mais pour moi, c'était différent. C'était comme si je regardais le monde avec de nouveaux yeux. Je sortis mon téléphone et vérifiai le billet d'avion, la confirmation de la réservation d'appartement, l'email de Camille avec les détails de la clôture. Tout était prêt. Dans 3 jours, je commencerai une nouvelle vie, mais d'abord, je devais survivre à ces 3 jours, et à en juger par les réactions d'Étienne et Sophie. Ils n'allaient pas me faciliter la tâche. J'ouvris la porte de l'armoire et sortis la petite valise que j'avais achetée la semaine dernière. Elle était déjà presque entièrement remplie, l'essentiel pour le début. Je prévoyais d'envoyer le reste par colis. Une fois installé, des voix étouffées venaient de la pièce d'à côté. Étienne parlait probablement au téléphone avec Sophie. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton était agité, parfois en colère. Je refermai la valise et la glissai dans l'armoire. Puis, je m'assis à la petite coiffeuse, sortis la photo de Jacques du tiroir, et fixai son visage souriant longtemps. Je l'ai fait, murmurai-je. J'ai enfin pris une décision. J'imaginais qu'il souriait un peu plus largement, comme pour dire « J'ai toujours su que tu en étais capable. Colette ?» J'embrassai la photo et la rangeai dans le tiroir. Puis, je me changeai en chemise de nuit, me glissai dans le lit et pour la première fois depuis des années, m'endormis sans ressentir d'anxiété ni d'amertume. Je me réveillai dimanche dans un étrange silence dans la maison. D'habitude, à cette heure, j'entendais le bruit de la douche, la voix de Sophie exigeant qu'Étienne se dépêche, le cliquetis de la vaisselle dans la cuisine. Mais aujourd'hui, rien. Je jetai un œil à l'horloge. Tard pour moi. Je me levais généralement à 7 heures. Enfilant mon peignoir, je sortis prudemment de la chambre et écoutai. La maison semblait vide. Je descendis à la cuisine. Personne n'était là. La table était jonchée de la vaisselle de la veille que personne n'avait nettoyée après notre dîner surprise. La voiture d'Étienne n'était pas dans le garage. Je me fis du café et m'assis à la table, savourant le silence. Peut-être avait-il déjà trouvé un endroit où vivre, ou était parti chez la mère de Sophie. Sa mère vivait à Bourges, à 2 heures de route. Avant que je puisse finir cette pensée, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement.
et Étienne entra en trombe dans la maison. Il était suivi de Sophie, un air de triomphe sur le visage. « Bonjour, maman, » dit Étienne avec une joie feinte. « Bien dormi. » J'ai pris une gorgée de café. Les observant attentivement, quelque chose n'allait pas. Ils semblaient bien trop satisfaits pour des gens qui venaient d'être expulsés de leur maison. « Pas mal, » répondis-je. « Et vous êtes debout tôt. » « On avait une réunion importante, » sourit Sophie, mais ses yeux restèrent froids. « Avec ta sœur. » Je faillis m'étouffer avec mon café. « Brigitte. » Ils étaient allés chez Brigitte. « Pourquoi ?» se demanda-je, essayant de rester calme. « Bon, pour lui parler de ton état. » Sophie s'approcha de la cafetière et se versa une tasse, comme si de rien n'était. « De comment tu as soudain décidé de vendre la maison où tu as vécu toute ta vie et de déménager en Normandie sans consulter personne dans la famille. »« C'est mon droit. » Posai-je la tasse sur la table. « La maison m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. »« Bien sûr, maman. » Étienne s'assit en face de moi. « Personne ne conteste ton droit, mais tu dois avouer, une décision comme celle-ci, c'est un peu inattendu, et franchement, ça nous inquiète. Pour ton bien-être. » J'ai le regardé attentivement. Il utilisait le même ton qu'il prenait avec le technicien informatique qui ne comprenait pas pourquoi son ordinateur ne s'allumait pas. « Mon bien-être ne vous a jamais beaucoup préoccupé auparavant, remarquai-je. Pourquoi cet intérêt soudain ? » « Maman, » il feignit l'offense. « Comment peux-tu dire ça ? On a toujours veillé sur toi. On est là avec toi depuis 5 ans. T'aidant, te soutenant. » Vivant à mes crochets, l'interrompis-je. « Ce n'est pas la même chose. » « Tu vois ?» Sophie se tourna vers Étienne. « Je te l'avais dit, elle est devenue si méfiante, si aigrie. Ce n'est pas du tout ta mère. » Brigitte pensait pareil. Hocha Étienne. « Elle a dit que tu avais beaucoup changé dernièrement. Tu es devenu renfermé, irritable. »« Vraiment ?» Hausaïgé, on sourcille. Quand Brigitte a-t-elle remarqué ça? Quand elle est venue à Noël, ou peut-être à la fête de l'Action de grâce. Oh, attends une minute. Elle n'était pas là pour Noël, ni pour l'Action de grâce, parce que toi. Je regardais Sophie, tu lui as dit que je ne me sentais pas bien et que je ne pouvais pas recevoir de visiteurs. Sophie rougit légèrement, mais se ressaisit rapidement. C'était pour ton bien, dit-elle. Tu avais l'air si fatigué. On ne voulait pas que tu te surmènes. Comme c'est attentionné de votre part, ne cachai-je pas mon sarcasme? Et que t'a dit Brigitte? Quand vous lui avez parlé de mes projets? Elle est très inquiète, répondit Étienne, tellement qu'elle est en route. Elle sera là dans environ 1 heure. Voilà donc. Ils avaient décidé de faire venir Brigitte pour faire pression sur moi, ma petite sœur, qui pensait toujours savoir comment je devais vivre ma vie. D'accord, me levai-je de table. Je n'ai pas vu Brigitte depuis un moment. Je devrais préparer quelque chose pour le thé. Ce n'était clairement pas la réaction qu'ils attendaient. Sophie et Étienne échangèrent des regards perplexes. « Maman, tu ne comprends pas. » Étienne se frotta le front. « Brigitte ne vient pas pour le thé. Elle vient pour parler de ce qui se passe, de ton état. » « De mon état. » Ce rissier, tu veux dire du fait que j'ai enfin décidé de vivre ma propre vie au lieu de vous servir? C'est un état intéressant. Tu vois, Sophie se tourna de nouveau vers Étienne. Elle devient agressive quand on essaye de l'aider. C'est un signe classique de « ne t'avisez pas de parler de moi à la 3e personne alors que je suis juste devant toi. » L'interrompis-je sèchement. Et n'essaie pas d'utiliser tes connaissances superficielles en psychologie pour me manipuler. Ça ne marchera pas. Sophie ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais à ce moment, la sonnette retentit. Étienne bondit et se précipita pour ouvrir. 1 minute plus tard, Brigitte, ma sœur, que je n'avais pas vue depuis presque 1 an, entra dans la cuisine. Elle était exactement comme dans mon souvenir. Cheveux courts, grisonnants. Lunettes à monture épaisse. Trop de bijoux fantaisie.
Derrière elle, son fils, Guillaume, sa femme, Nathalie, et leur fils de 8 ans, Léo. Mon petit-neveu, dit Colette. Brigitte m'enlaça, mais d'une manière un peu raide. Comment vas-tu? Bien. Souris-je? Du thé? Non. Merci. Elle s'assit à la table et posa ses mains devant elle, comme une enseignante, prête à réprimander un élève turbulent. Il faut qu'on parle. Je sais. Hokaige. Étienne m'a déjà dit que tu étais inquiète pour mon état. Pas seulement ton état, corrigea Brigitte en ajustant ses lunettes, mais aussi les décisions que tu prends sous l'influence de cet état. Colette, vendre la maison et déménager en Normandie. Sérieusement? Tout à fait sérieusement. M'assieds-je en face d'elle. Et je n'ai aucun état. J'ai juste décidé de changer ma vie à 65 ans. Brigitte secoua la tête. Colette, les gens de ton âge ne déracinent pas tout pour déménager dans une autre région. Ils restent près de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Avec des enfants qui vivent à leur crochet et menacent de les déclarer inaptes s'ils ne se plient pas. Regarda-je Étienne. Brigitte se tourna vers lui. C'est vrai. Étienne rougit. Maman exagère. C'était juste une discussion animée. On s'est un peu emporté. Mais personne ne l'a menacé de tutelle. Non. Croisai-je les bras sur ma poitrine? Et ce que Sophie a dit à propos de... À mon âge, beaucoup de gens développent une démence et que j'ai peut-être besoin d'un tuteur, ce n'est pas une menace. Brigitte regarda Étienne à nouveau, maintenant d'un air interrogateur. Sophie s'inquiète juste, marmonna-t-il. Maman agit de manière un peu inadéquate ces derniers temps. Inadéquate, ricanaille-je, parce que je ne vous laisse plus m'utiliser. Colette, intervint Brigitte. Il y a peut-être eu des malentendus entre vous. Mais vendre la maison, c'est une décision trop radicale. Pourquoi ne pas vous asseoir et en discuter calmement? On a discuté, soupiraille. Pendant 5 ans, on a discuté. Rien n'a changé. Et maintenant, il est trop tard pour discuter de quoi que ce soit. La maison est vendue. Je m'envole mardi. Tante Colette, la voix de Guillaume, qui était resté silencieux contre le mur jusqu'à présent, se fit entendre. Es-tu sûr d'avoir bien réfléchi? Deauville. C'est si loin. Tu ne connais personne là-bas. Et si tu avais besoin d'aide... Merci de t'inquiéter. Guillaume, lui souris-je. Mais je suis tout à fait capable de prendre soin de moi. Je l'ai fait toute ma vie. Mais tu ne rajeunis pas. Maman, intervint Étienne à nouveau. Et si tu tombes malade ou si tu fais une chute, qui va t'aider? Les mêmes personnes qui m'ont aidé ici. Haussai-je les épaules. C'est-à-dire personne. Un silence gênant s'installa. Brigitte toussa. Colette, tu es injuste. Dit-elle enfin. Étienne s'inquiète pour toi. Nous sommes tous inquiets. Vraiment. Me tournai-je vers elle. Où était cette inquiétude? Quand je me suis cassé le bras l'hiver dernier et que je ne pouvais pas conduire jusqu'à l'hôpital, Étienne était à la maison. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas manquer le match de football. J'ai dû appeler un taxi. Ou quand j'ai eu une pneumonie l'année dernière et que Sophie se plaignait que ma toux l'empêchait de dormir. Brigitte regarda Étienne à nouveau. C'est vrai? Il baissa les yeux. Maman, tu exagères encore. Je t'ai emmené à l'hôpital quand tu es revenu. Tiens, 4 heures plus tard. Hochaïge, quand le match était fini. Colette, Brigitte s'est frotta la tempe. Je comprends que tu sois contrariée, mais vendre la maison, ce n'est pas une solution. Peut-être qu'Étienne et Sophie devraient trouver leur propre logement, mais tu n'as pas besoin d'aller en Normandie. Je veux partir. La regardai-je dans les yeux. Je veux commencer une nouvelle vie, voir la mer, sentir le soleil sur ma peau. Est-ce que si difficile à comprendre? Non. Mais, tante Colette,
interrompit Guillaume. Et Léo, il adore venir te voir. J'ai regardé mon petit-neveu, qui jouait silencieusement sur son téléphone dans un coin de la pièce. Il m'avait rendu visite exactement une fois l'année dernière, à Noël, et c'était à contre-cœur, demandant sans cesse quand il rentrerait. « Léo peut venir me voir en Normandie, dis-je. Il aimera la mer et les plages de sable. Mais c'est si loin, insiste à Guillaume. Et c'est cher, on ne pourra pas venir souvent. Hein? Vous ne venez déjà pas souvent, fis-je remarquer. Mais nous avons des téléphones, Internet. On peut communiquer? Ce n'est pas pareil, soupira Brigitte. Colette réfléchit encore. Peut-être es-tu juste fatiguée, peut-être as-tu besoin de vacances. Va en Normandie 1 mois, repose-toi, et ensuite reviens avec les idées claires. Mes idées sont assez claires. Me levai-je de table, et ma décision est définitive. La maison est vendue. Je m'envole mardi, et j'apprécierais vraiment que vous acceptiez cela et arrêtiez d'essayer de me faire changer d'avis. Brigitte s'éleva aussi. Colette, je ne peux pas rester les bras croisés et te regarder gâcher ta vie. Je ne la gâche pas, secois-je la tête. Je commence une nouvelle. Elle soupira et se tourna vers Étienne. As-tu parlé à l'avocat? Mon sang se glaça. Un avocat? De quoi parlez-vous? Demanda-je, essayant de rester calme. Étienne pense que tu n'es pas tout à fait toi-même. Brigitte ne me regardait pas dans les yeux, que tu prends des décisions impulsives qui pourraient te nuire. On pense, peut-être, qu'il faudrait envisager une tutelle temporaire, juste pour t'aider à traverser cette période difficile. Je n'en croyais pas mes oreilles. Allait-il vraiment me déclarer inapte, juste parce que j'avais décidé de vivre seule? Vous plaisantez? Les regardai-je. C'est censé être une blague. Maman, c'est pour ton bien. Étienne fit un pas vers moi. On veut juste s'assurer que tu ne fais pas d'erreur, que tu regretteras plus tard. La seule erreur que je regrette, reculai-je de lui, c'est d'avoir laissé vous vivre dans ma maison si longtemps, c'est de ne pas vous avoir remis à votre place plus tôt. Tu vois, Sophie se tourna de nouveau vers Brigitte. Elle devient agressive quand on essaye de l'aider. C'est l'un des signes. Tais-toi, l'interrompis-je sèchement. Tais-toi, tu n'es pas psychiatre, tu n'es même pas infirmière. Tu es répartitrice pour un service de taxi. N'essaie pas de me diagnostiquer avec tes connaissances tirées d'Internet. Sophie ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement choquée par ma brusquerie. Colette, Brigitte posa sa main sur mon épaule. Nous sommes tous juste inquiets pour toi. C'est une décision si radicale. Ma décision, laissai-je tomber sa main, et ma vie. Et si vous ne pouvez pas respecter mon choix, alors partez, s'il vous plaît, j'ai encore beaucoup à faire avant de partir. Maman, Étienne semblait furieux. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne peux pas nous jeter à la rue comme ça. Où va-t-on vivre? Ce n'est pas mon problème. Le regardai-je droit dans les yeux. Tu es un homme adulte. Étienne, tu as 36 ans. Trouve un travail, trouve un appartement. Vis de ton côté, comme tous les hommes, adultes normaux. Comment peux-tu dire ça? Son visage se tordit de colère. Je suis ton fils, oui, hoch Aige, et je t'ai aimé chaque jour de ta vie. Mais ça ne veut pas dire que je dois te laisser diriger ma vie ou vivre à mes crochets pour le reste de mes jours. Je pense qu'on a tous besoin de se calmer. Brigitte leva les mains. Prenons une pause, buvons un thé, et ensuite, on pourra continuer cette conversation. Il n'y a rien à continuer, secois-je la tête. Ma décision est définitive. Je me tournai et sortis de la cuisine, monta les escaliers jusqu'à ma chambre, et fermai la porte. Mon cœur battait à tout rompre, et mes mains tremblaient. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin, à faire venir Brigitte, à menacer de tutelle. En basse, la conversation continuait. J'entendais des voix élevées, puis des pleurs. Je crois que Sophie éclata en sanglots. Puis, la porte d'entrée claqua. Quelqu'un était parti.
Je m'assis sur le lit et respirai profondément. Essayant de me calmer, tout ira bien. Demain, je conclurai la vente de la maison. Après-demain, je m'envolerai pour la Normandie. Ils ne peuvent rien faire pour m'arrêter. Ils n'ont ni les bases légales, ni le temps. On frappa à la porte. Colette, la voix de Brigitte. Puis-je entrer? Je soupirai. Oui, Brigitte entra et s'assit à côté de moi sur le lit. Nous restâmes silencieuses quelques minutes. As-tu vraiment vendu la maison? Demanda-t-elle enfin. Oui. Hochaïgé. La transaction se conclut demain. Et tu pars vraiment pour la Normandie? Oui. Mardi matin. Elle secoua la tête. Ça ne te ressemble pas, Colette. Tu as toujours été si prévisible. Peut-être qu'il est temps de changer ça, souris-je faiblement. Peut-être que je suis fatiguée d'être prévisible, fatiguée d'être celle sur qui tout le monde peut compter, mais qui ne peut compter sur personne. Brigitte soupira. Étienne a dit que tu avais changé depuis la mort de Jacques, plus renfermée, plus méfiante. Qu'a-t-il dit d'autre? La regardai-je? Que je perdais la mémoire, que j'étais devenue inadéquate, que je ne pouvais plus prendre mes propres décisions. Non, mais... Brigitte, pris-je sa main. Ah, écoute-moi, je suis parfaitement saine d'esprit, je suis juste fatiguée de vivre comme je l'ai fait ces 5 dernières années, fatiguée d'être une servante dans ma propre maison, fatiguée de l'ingratitude, du manque de respect, de toujours sentir que je dois quelque chose à des gens qui ne font rien pour moi. Si Étienne et Sophie t'avaient si maltraité, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Elle sembla sincèrement préoccupée. Ça m'aurais-tu cru? Je souris amèrement. Tu as toujours pensé que j'exagérais, que je dramatisais trop. Brigitte baissa les yeux. C'était vrai, et elle le savait. De plus, continuai-je. Je suis une femme adulte. Je suis censée résoudre mes propres problèmes. Pas courir, me plaindre à ma petite sœur. Aide ta solution. C'est de fuir en Normandie. Pas fuir. Secouai-je la tête. Commencer une nouvelle vie. La vie dont Jacques et moi avions toujours rêvé. Une petite maison au bord de la mer. Des jours tranquilles remplis de soleil et du bruit des vagues. Mais Jacques n'est plus là, dit Brigitte doucement. Je sais, serrai-je sa main, mais moi, je suis encore là, et je n'ai peut-être plus beaucoup de temps. Je veux le passer à faire quelque chose qui me rend heureuse, pas à servir des gens qui ne me voient que comme une bonne gratuite et un distributeur de billets. Brigitte me regarda longuement, puis soupira. Tu as toujours été têtue, dit-elle enfin. Quand tu avais décidé quelque chose, il était impossible de te faire changer d'avis. C'est vrai. Souris-je? Tu te souviens quand j'ai décidé d'épouser Jacques, même si papa et maman étaient contre? Et tu ne l'as jamais regretté. Elle sourit aussi. Jamais. Hoc aige. Et je ne regretterai pas cette décision non plus. Brigitte s'éleva. Eh bien, si tu es si sûre, je ne peux pas dire que je soutiens pleinement ta décision, mais je respecte ton droit de la prendre. Merci. Me levai-je aussi et l'enlaçai. Mais tu promets d'appeler. Elle se dégagea et me regarda dans les yeux. Et si quelque chose va mal, reviendras-tu? Je promets d'appeler. Hoc aige. Et pour revenir, on verra, je n'exclus rien. C'était un petit mensonge. Je n'avais aucune intention de revenir. Mais cela rassura Brigitte. Bien, hocha-t-elle. Alors bonne chance, grande sœur, et sois prudente. Toujours, souris-je. Quand Brigitte partit, je regardai par la fenêtre et la vis monter dans la voiture avec Guillaume, Nathalie et Léo. Étienne était sur le porche. Discutant avec eux, Sophie n'était nulle part. Je m'éloignai de la fenêtre et m'assis sur le lit. Le premier obstacle était franchi. Brigitte ne soutiendrait pas l'idée de la tutelle. Sans son soutien, il serait beaucoup plus difficile pour Étienne de faire quoi que ce soit. Mais je savais qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Et les 2 prochains jours
serait encore plus dur. J'avais raison. Le soir, quand je descendis à la cuisine pour préparer le dîner, Étienne était assis à la table, les bras autour de la tête. Sophie n'était toujours pas là. Oh, où est Sophie? Demanda-je, sortant des légumes pour une salade du réfrigérateur. Chez sa mère à Bourges, répondit-il sans lever la tête. Elle est contrariée? Je comprends. Commençai-je à couper des tomates. Maman, Étienne leva les yeux vers moi. Vas-tu vraiment faire ça? Nous, jeter à la rue. Je ne vous jette pas dehors. Continuai-je à couper les légumes. Je vends la maison et je déménage. Vous pouvez aller où vous voulez. Mais on n'a pas d'argent pour un loyer. Il frappa du poing sur la table. Tu sais que j'ai un mauvais dossier de crédit. Personne ne nous louera sans une énorme caution. Ce n'est pas mon problème. Secouai-je la tête. Tu es un homme adulte, Étienne. Résous tes propres problèmes. Tout est ma mère. Il bondit sur ses pieds. C'est ta responsabilité de m'aider. Ma responsabilité était de t'élever, de t'éduquer, de te préparer à une vie indépendante. Le regardai-je dans les yeux. Je l'ai fait. Tout le reste n'est pas mon devoir. C'est ta responsabilité. Ah, tu. Il s'étrangla de colère. Ah, tu es sans cœur. Égoïste. Attention. L'interrompis-je. Ne dis pas quelque chose que tu regretteras plus tard. Il expira bruyamment et se détourna. Je voyais ses épaules tendues, ses poings serrés. Pour la première fois depuis des années, j'eus vraiment peur de mon fils. « Que veux-tu de moi ?» se demanda-t-il enfin, sans se retourner. « De l'argent. Je peux trouver un travail. Commencer à payer tes frais de vie. » Trop tard. Secouai-je la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. La maison est vendue. Je m'envole mardi. Tu peux annuler la transaction. Il se tourna vers moi. S'il te plaît, maman, donne-nous une autre chance. Je voyais le désespoir dans ses yeux, et pour la première fois, depuis longtemps, de la sincérité. Mais il était trop tard. Le mardi, jour de mon départ, je me réveillai avant l'aube, bien que je n'ai pas beaucoup dormi la nuit précédente. Tout mon corps me faisait mal, à cause de la tension des derniers jours. Mais je me sentais étrangement légère à l'intérieur. C'était comme si j'avais lâché le lourd sac à dos que je portais depuis des années. La veille, nous avions conclu la vente de la maison. Assis dans le bureau de Camille, signant un document après l'autre. J'avais l'impression d'observer depuis les coulisses mains. Et Madame Dubois rayonnait de bonheur. Il parlait de la chambre d'enfant qu'il voulait installer dans l'ancien atelier de couture, des plates-bandes de légumes qu'il planterait dans le jardin, de la balançoire sous le vieux pommier. Leurs projets et rêves étaient si vivants, si réels. Je souriais en les écoutant, pensant que ma vieille maison allait avoir une nouvelle vie, un nouveau souffle, après la signature des documents. Camille me remit un chèque. Le montant était même un peu plus élevé que prévu. Une partie de l'argent avait déjà servi à rembourser le reste de l'hypothèque. Une autre, à louer un appartement à Deauville pour la première année. Le reste me permettrait de vivre confortablement pendant les prochaines années, jusqu'à ce que je décide ce que je voulais faire ensuite. Étienne ne m'avait pas parlé de toute la journée d'hier. Il était rentré tard dans la nuit, ivre, et était allé directement dans sa chambre. Sophie n'était jamais revenue. Elle était restée chez sa mère à Bourges. Je me levai doucement, essayant de ne pas faire craquer le plancher. J'allumai la petite lampe de chevet et vérifiai ma valise une dernière fois. L'essentiel était emballé. Vêtements, documents, quelques souvenirs. Les photos de Jacques. Le reste, je le laisserai au nouveau propriétaire ou l'enverrai par colis plus tard, à 6h30. Je descendis à la cuisine et allumai la cafetière. Ce serait la dernière fois que je boirais du café dans cette maison, la dernière fois que je regarderai le soleil matinal inonder le vieux plan de travail en chêne que Jacques avait poncé de ses propres mains, la dernière fois que j'écouterai le plancher craquer près du réfrigérateur. Étrangement, je ne ressentais pas de tristesse, juste de la paix et l'anticipation de quelque chose de nouveau. À 7h, la sonnette retentit. J'ouvris la porte. Là, sur le seuil, se tenaient les Dubois,
tous les quatre, excités et heureux. « Bonjour. Madame Beaumont, mais… » Dubois me tendit la main. « J'espère qu'on n'est pas trop tôt. »« Non, non, souris-je. »« Y entrez. Je vous en prie, du café. »« Avec plaisir. » Hocha Madame Dubois. Nous nous assîmes dans la cuisine, buvant du café. Les enfants prirent du jus d'orange, et je leur racontai quelques petites choses sur la maison, que l'armoire du haut dans la cuisine coince parfois, et qu'il faut tirer plus fort, que la cave devient humide quand il pleut, et qu'il faut allumer le déshumidificateur, que le pommier dans le jardin donne des fruits fin août, et que les pommes sont excellentes pour les tartes. Les enfants ne tenaient pas en place. Ils avaient hâte de voir leur nouvelle maison. Enfin, Madame Dubois céda et les laissa monter voir leur future chambre. « Ne touchez à rien, » cria-t-elle après eux. « Il y a encore des affaires de Madame Beaumont là-haut. »« Sainte grave, souris-je. J'ai presque tout emballé. » À ce moment, il y eut un bruit à l'étage. Quelqu'un claqua bruyamment une porte et des pas lourds se firent entendre. Une minute plus tard, Étienne déboula dans la cuisine, échevelé et ensommeillé. Il s'arrêta net en nous voyant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Bonjour, Étienne. Mais levai-je de table ? Voici M. et Madame Dubois, les nouveaux propriétaires de la maison. Mo. Et Madame Dubois, voici mon fils. Étienne. Dubois se leva et tendit la main. Ravi de vous rencontrer. Étienne ignora la main. Son regard passait de moi au Dubois. Nouveau propriétaire, lança-t-il. Alors, tu l'as vraiment fait, vendu la maison. Oui. Horaïja. Je te l'ai dit, la transaction s'est conclue hier, aujourd'hui, je remets les clés et je pars. Il resta là, ouvrant et fermant la bouche, comme un poisson échoué. Puis, soudain, il se tourna et courut hors de la cuisine. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée claqua bruyamment. « Je suis désolé, souris-je, embarrassé, au Dubois. Mon fils, il n'est pas tout à fait prêt pour le changement. C'est grave, mais… » Dubois me rendit un sourire, mais je voyais qu'ils étaient mal à l'aise. Le changement n'est jamais facile. Nous finîmes notre café, et je leur fis une dernière visite de la maison, leur montrant où tout se trouvait, racontant de petites anecdotes liées à chaque pièce. Les enfants sautaient déjà d'excitation, planifiant où ils mettraient leur lit, où ils placeraient leurs jouets. À 8 heures, je leur remis officiellement les clés, mais Dubois me serra la main, et Madame Dubois me fit un câlin inattendu. « Ah, merci, » murmura-t-elle. « Nous prendrons soin de votre maison. C'est votre maison maintenant. Souris-je, et remplissez-la de bonheur. » Je pris ma valise et sortis sur le porche. Le taxi que j'avais appelé à l'avance m'attendait déjà au portail. Je regardai en arrière une dernière fois, 25 ans de vie enfermée dans ces murs, tant de joie, tant de chagrin, tant d'amour que cette maison avait vu, tant de larmes et de rires entendus. « Au revoir » murmurai-je, et marchai vers le taxi. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au visage bienveillant, m'aida avec ma valise. « J'y à l'aéroport » demanda-t-il, ouvrant la porte. « Oui. » Horaïje. À l'aéroport. Alors que nous nous éloignions, je vis, dans le rétroviseur, les Dubois sur le porche, me faisant signe, leurs enfants courant déjà dans le jardin, explorant leur nouvelle possession. Je souris et me détournai. Le passé était derrière moi, devant, l'avenir, inconnu, mais plein de possibilités. À l'aéroport, j'enregistrai mes bagages et passai les contrôles. Il me restait environ 1 heure avant l'embarquement. J'achetai une tasse de thé et un sandwich dans un petit café et m'assis près de la fenêtre, regardant les avions décoller et atterrir sur les pistes. Je pensais à Étienne, à sa réaction, à la façon dont il était sorti de la maison sans un mot. C'était tellement typique de lui, éviter la confrontation, fuir les problèmes, au lieu de les résoudre. Il avait toujours été comme ça,
Depuis qu'il était enfant, quand on l'accusait de quelque chose qu'il avait vraiment fait, il mentait ou s'enfuyait pour se cacher. Je ne savais pas si je le reverrais un jour, s'il m'appellerait, s'il viendrait en Normandie. Une partie de moi espérait qu'il le ferait, que cette expérience lui apprendrait quelque chose, qu'il deviendrait plus indépendant, plus responsable, que peut-être, un jour, nous pourrions reconstruire notre relation, mais sur une nouvelle base, pas comme un fils dépendant et une mère servante, mais comme deux adultes qui respectent les limites de l'autre. Mais une autre partie de moi était prête à ce que cela n'arrive jamais, à ce que je ne revoie jamais mon fils, qu'il me blâme pour le reste de sa vie de ne pas l'avoir laissé m'utiliser, qu'il ne comprenne jamais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, et j'étais prête à accepter ce prix, un prix pour ma liberté, mon respect de moi, le droit de vivre le reste de ma vie comme je voulais, pas comme les autres voulaient que je vive. Le vol numéro 623 pour Deauville commence l'embarquement. Annonça le haut-parleur. Je finis mon thé, rassemblai mes affaires et me dirigeai vers la porte. En passant devant le grand miroir dans le couloir, je m'arrêtai un instant, surprise par mon reflet. Je paraissais plus jeune, comme si un lourd poids avait vraiment été enlevé de mes épaules. Il y avait une étincelle dans mes yeux que je n'avais pas vue depuis des années. Ma posture était plus droite. Même les rides autour de mes yeux semblaient moins marquées. Je souris à mon reflet et continuai. L'avion était presque plein. J'avais un siège près du hublot, à côté d'un couple, âgé qui, comme il s'avéra, se rendait aussi en Normandie pour voir leurs petits-enfants. « Vous allez voir vos petits-enfants aussi », me demanda la femme, alors que nous nous installions. « Non. » Secois-je la tête. « Mais je déménage pour de bon ?» Oh. Elle sembla surprise. « Et votre famille ?»« Elle est déjà là-bas. »« Ma famille. » Réfléchis-je un instant. « Oh, non, je pars seule. » Seule, elle échangea un regard avec son mari. « Mais c'est si loin, vous ne connaissez personne là-bas. »« Pas encore, souris-je. Mais je ferai des connaissances. Je vais commencer une nouvelle vie. » « Vous êtes si courageuse. » La femme secoua la tête. « Je n'aurais jamais osé faire quelque chose comme ça. M'éloigner autant de mes enfants, de mes petits-enfants, si chacun son chemin. » Haussai-je les épaules. Pour certains, le bonheur, c'est d'être près de la famille. Pour d'autres, c'est de se retrouver soi-même. Elle sembla vouloir ajouter quelque chose, mais l'avion commença à rouler sur la piste, et les hôtesses nous demandèrent d'attacher nos ceintures et d'éteindre nos appareils électroniques. Je regardais par le hublot, voyant le sol s'éloigner, la ville devenir de plus en plus petite, devenant une mosaïque de maisons, de routes et de parcs. Quelque part là-dedans, parmi ces petites maisons, était mon ancienne maison, maintenant celle des Dubois. Quelque part là-bas, il y avait Étienne, peut-être errant encore dans les rues, essayant de comprendre ce qui s'était passé, ou peut-être était-il retourné chez Sophie, et il planifiait ce qu'il ferait ensuite, ou peut-être était-il dans un bar, noyant son chagrin et sa colère dans l'alcool. Je ressentis une pointe de regret, pas pour ma décision. Non, je ne la regrettais pas une seconde, mais pour la façon dont les choses avaient tourné, que mon fils unique soit incapable de vivre seul, que notre relation, autrefois pleine d'amour et de confiance, soit devenue une dépendance malsaine de son côté et un ressentiment silencieux du mien. Peut-être qu'un jour, il comprendra, peut-être que cette expérience lui apprendra quelque chose d'important, peut-être que dans quelques années, il m'appellera et dira « Maman, tu avais raison, je n'aurais pas dû t'utiliser comme ça. » Et peut-être qu'alors, nous pourrons recommencer, peut-être que non. Et je devais être prête à cela, que le prix de ma liberté soit la perte de mon fils, du moins tel que je l'avais connu jusqu'à présent. Mais même cette pensée ne pouvait éteindre le sentiment croissant d'anticipation en moi, l'excitation presque enfantine face à l'inconnu qui m'attendait, une nouvelle ville, un nouvel appartement, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. L'avion gagna de l'altitude et les nuages s'étendaient en dessous de nous.
blanches, duves-tu, comme de la crème fouettée. Le soleil jouait sur leur surface, créant des ombres et des teintes bizarres. Je m'adossais à mon siège et fermais les yeux. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. Libre des obligations, libre des attentes, libre de devoir me conformer à l'idée que quelqu'un d'autre avait de ce que devrait être une mère, une veuve, une femme âgée. J'étais juste Colette, une femme qui avait décidé de changer sa vie, qui avait eu le courage de couper les liens malsains et de recommencer, qui n'avait pas peur de l'inconnu et de la solitude pour avoir la chance d'être elle-même. Et ce sentiment était enivrant. Alors que l'avion commençait à descendre sur Deauville, je me penchai contre le hublot, regardant avidement la ville qui approchait. Le soleil éclatant se reflétait dans le bleu de la mer, des yachts blancs glissaient sur l'eau, des palmiers se balançaient dans le vent. On aurait dit une carte postale, une brochure publicitaire, trop parfaite pour être vraie, mais c'était vrai, et c'était ma nouvelle réalité. L'avion atterrit doucement, presque imperceptiblement. Les passagers commencèrent à se lever, tirant leurs affaires des compartiments supérieurs. Le couple, âgé à côté de moi, me souhaita bonne chance dans ma nouvelle vie. « Vous êtes une femme très courageuse. » Dit la femme à nouveau. « Je vous admire. » Je la remerciai et me dirigeai vers la sortie. Un agent immobilier m'attendait à l'aéroport pour me conduire à mon nouvel appartement et me remettre les clés. « Madame Beaumont !» Un jeune homme en chemise claire avec un porte-bloc à la main s'approcha de moi. « Je suis Julien, de l'agence Côté Mer. Bienvenue en Normandie. » Il m'aida avec mes bagages. Et nous sortîmes. L'air chaud et humide m'enveloppa, rempli des odeurs de la mer, des fleurs, et de quelque chose de subtilement exotique. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, me faisant plisser les yeux. « Votre appartement est complètement prêt. » Parla Julien rapidement et énergiquement, alors que nous marchions vers sa voiture. « Nous avons tout préparé comme vous l'avez demandé, des provisions dans le frigo, du linge sur le lit. Vous n'avez qu'à entrer et vous installer. » Je hochai la tête, l'écoutant, mais mes pensées étaient déjà loin devant moi. J'imaginais me réveiller le matin et voir la mer depuis ma fenêtre, siroter un café sur le petit balcon, regarder les mouettes, marcher le long de la plage, ramasser des coquillages, sentir le sable sous mes pieds. Nous traversâmes la ville, et Julien me montra les curiosités de beaux parcs, des cafés chaleureux, des magasins où je pourrais acheter tout ce dont j'avais besoin. Il me parla des festivals locaux, des clubs pour seniors, des centres médicaux à proximité. Beaucoup de gens déménagent ici pour leur retraite, dit-il. Il y a une super communauté de seniors ici. Vous vous ferez vite des amis. Madame Beaumont. J'ai souri et hochai la tête, mais un étrange sentiment grandissait en moi, pas de la peur, non ça, plutôt une prise de conscience. La réalisation que je l'avais vraiment fait, que ce n'était pas un rêve, une fantaisie, que j'avais vraiment tout laissé tomber et déménagé dans une autre ville, à des milliers de kilomètres de ma vieille vie, à 65 ans, seul. Nous nous arrêtâmes devant un petit complexe d'appartements situé juste au bord de la mer. Le bâtiment était lumineux, avec de grandes fenêtres et des balcons fleuris, des palmiers poussés tout autour, lui donnant une atmosphère de station balnéaire. Nous y sommes. Julien arrêta la voiture. « Votre appartement est au 4e étage. Vous avez une vue incroyable sur la mer d'ici. » Il m'aida avec ma valise, et nous prîmes l'ascenseur. Quand il ouvrit la porte de l'appartement et me laissa entrer, je me figeai un instant sur le seuil. L'appartement était petit, mais lumineux et confortable. Les grandes fenêtres du sol au plafond donnaient effectivement sur la mer, le vaste bleu se fondant avec l'horizon. Des rideaux blancs ondulaient légèrement dans la brise marine. Le mobilier était simple, mais fonctionnel. Un canapé, un fauteuil, une table, un petit coin cuisine avec un comptoir, et pas un seul souvenir, pas une seule photo sur les murs, pas un seul bibelot mémorable sur les étagères. Une page blanche, un nouveau départ. Qu'en pensez-vous ? Julien me regarda avec attente. « Parfait, souris-je.
et tout simplement parfait. Il me montra comment fonctionnait la climatisation. Où étaient les clés de la boîte aux lettres? Comment utiliser l'interphone? Me laissa sa carte de visite. Une liste de numéros et d'adresses utiles dans le quartier et une brochure des attractions locales. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler, dit-il. Au revoir et bienvenue à Deauville. Madame Beaumont. Quand il partit, je restais seule dans le silence de mon nouvel appartement. Je m'approchais de la fenêtre et regardais la mer longtemps. Le soleil commençait à se coucher, colorant l'eau de doré et de rose. Des silhouettes de yachts se voyaient au loin. Sur la plage, les gens rangeaient leurs affaires, terminant une journée de vacances. J'ouvris la porte vitrée du balcon et sortis. Le vent chaud caressa mon visage, apportant l'odeur du sel et de la liberté. Quelque part au loin, de la musique jouait, et des rires se faisaient entendre. Je pris une profonde inspiration et fermai les yeux. À cet instant, je ressentis une paix, comme si toutes les pièces de ma vie se mettaient enfin en place, comme si tout ce qui s'était passé avant la douleur, les déceptions, les ressentiments m'avaient conduit ici, à ce moment, à ce nouveau commencement. Je pensais à Étienne, à Sophie, à la maison que j'avais laissée derrière, à la vie que j'avais vécue, à toutes les joies et les peines que j'avais connues, et je réalisais que je n'avais aucun regret. Chaque décision, chaque choix m'avait amené ici, à ce balcon, à ce coucher de soleil, à ce nouveau chapitre de ma vie. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Peut-être la solitude, peut-être de nouvelles amitiés, peut-être de nouveaux hobbies, ou même un nouvel amour. Qui sait? Mais je savais une chose, je vivrais cette nouvelle vie à mes conditions, sans culpabilité, sans avoir à me conformer aux attentes des autres, sans avoir à me sacrifier pour ceux qui n'apprécient pas ces sacrifices. Je serais juste Colette, une femme qui avait décidé qu'elle méritait d'être heureuse, qui avait trouvé le courage de recommencer, qui avait réalisé qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Le téléphone dans mon sac vibra. Je le sortis et regardai l'écran. Brigitte. Probablement pour s'assurer que j'avais eu un vol normal. J'hésitai un instant, puis répondis. « Allô, Brigitte ?»« Colette. » Sa voix semblait excitée. « Es-tu bien arrivée? Comment était le vol? Et l'appartement? »« Tout va bien. » Souris-je. « Le vol s'est bien passé. L'appartement est magnifique. La vue sur la mer est à couper le souffle. Je suis contente. » Elle se tut. Étienne m'a appelé. Il est furieux. Dis qu'il ne te pardonnera jamais. J'ai soupiré. C'était prévisible. Il changera d'avis quand il se calmera, dis-je, bien que je n'en sois pas sûre. Il lui faut du temps pour réaliser ce qui s'est passé. Peut-être. Brigitte ne semblait pas convaincue. Lui et Sophie logent temporairement chez sa mère à Bourges. Étienne cherche du travail. C'est bien, ressentis-je un léger soulagement. Au moins, ils n'étaient pas à la rue. Il est temps qu'ils prennent tous les deux la responsabilité de leur vie. Oui. Brigitte se tut à nouveau. Es-tu sûre que tu vas bien là-bas? Toute seule. Oui. Regardai-je le coucher de soleil, la mer, les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer. Je vais parfaitement bien pour la première fois depuis des années. Après avoir parlé à Brigitte, je déballai ma valise, rangeai mes affaires, pris une douche, puis je sortis sur le balcon avec une tasse de thé et m'assis, regardant le soleil disparaître enfin à l'horizon, le ciel changeant de couleur, du doré au rose, du rose au violet, du violet au bleu foncé, alors que les étoiles s'allumaient, brillantes et claires, comme on n'en voit pas dans la ville où je vivais autrefois. Je pensais à l'avenir, à ce que je ferais demain, dans une semaine, dans un mois. Peut-être trouverai-je une petite boutique où je pourrais coudre pour de nouveaux clients, ou peut-être coudrais-je juste pour moi, pour le plaisir. Peut-être m'inscrirai-je à des cours. J'ai toujours voulu apprendre à peindre, à jouer du piano ou à faire du yoga. Peut-être trouverai-je un club pour les amateurs de livres, de jardinage ou de voyage. Les possibilités semblaient infinies, et c'était excitant.
Quand il fit complètement noir, je rentrai dans l'appartement et fermai la porte du balcon. Sur la table du salon, il y avait une petite photo encadrée, la seule que j'avais décidé de déballer aujourd'hui, Jacques, souriant, le visage bronzé et les yeux plissés par le soleil, avec la mer en arrière-plan. Elle avait été prise lors de nos uniques vacances en Normandie, il y a de nombreuses années. Je pris la photo et passai mon doigt sur son visage. Je l'ai fait, Jacques, murmurai-je. Je suis enfin ici, au bord de la mer.